mais on leur explique que votre stratégie de guerre permanente ne conduira jamais à la paix. La seule stratégie qui peut conduire à la paix était celle que Isaac Rabin avait à l'époque, en signant les accords d'Oslo, mis en œuvre. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité et vous la proposer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez soit travailler vos stratégies d'investissement au trading, soit comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure et dont les paradigmes tombent les uns après les autres. Et pour ce faire, on s'appuie sur un réseau dense d'experts dont fait partie mon prochain invité, Henri Malos, ancien président du Comité économique et social européen. Bonjour, monsieur Malos. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur Malos. Vous êtes ici avec nous pour parler d'un livre que vous avez coécrit avec Rudy Arnouts, universitaire et spécialiste des questions financières. Votre livre, il s'intitule L'Europe, stop ou encore, aux éditions Mardaga. Le sujet, c'est inévitablement l'Europe. On attaque tout de suite, monsieur Malos. Dans le livre, vous dites que l'Europe, que les autres avancent pendant que l'Europe recule. Vous citez les États-Unis et leur IRA, Inflation Reduction Act. Vous citez la Chine avec ses plans quinquennaux. Vous citez l'Inde qui protège ses marchés. L'Europe, elle, selon vous, a passé 30 ans à croire que la concurrence libre suffisait. Est-ce que le libre-échange interne à l'Europe, monsieur Malos, n'a pas été paradoxalement une forme de naïveté stratégique ? Alors, je ne dirais pas naïveté. Oui, voilà ce livre, L'Europe stop ou encore. Ici, si nous avons écrit ce livre, Rudy Arnouts, qui est professeur de finance, et moi-même, nous avons travaillé ensemble dans des institutions européennes, c'est parce que nous pensons que il y a aujourd'hui un sujet qui n'est pas mis sur la table dans les médias, qui n'est pas mis sur la table quand on parle de l'Europe. C'est le fait que l'Europe n'avance plus. Ça fait 30 ans que l'Europe ne produit plus d'actions concrètes au bénéfice des entreprises et des citoyens. La dernière, c'est l'euro. On peut se poser des questions sur l'euro, mais la dernière, c'est l'euro. Et puis, pour le reste, dans un environnement, on voit les États-Unis, la Chine, où l'Inde, où ces puissances progressent, les Européens ne se donnent pas les moyens de progresser, parce qu'ils ne font plus ce qui était l'essence même du projet européen à l'origine, c'est-à-dire créer des solidarités concrètes dans des domaines, à l'époque, charbon, acier, agriculture, transport. Bon, aujourd'hui, on dirait l'intelligence artificielle, l'espace, la conquête de l'espace, les nanotechnologies, les énergies nouvelles. Dans tous ces domaines-là, eh bien, on continue à fonctionner à l'ancienne, avec des règles idéologiques sur le respect du droit de la concurrence, donc pas d'alliance entre entreprises européennes, alors qu'on sait qu'aujourd'hui ce serait essentiel. À l'époque, on était dans une très forte croissance, les 30 glorieuses, ça se comprenait, il fallait réguler le marché, mais aujourd'hui, dans un contexte internationalisé, c'est une très grande naïveté que de freiner les coopérations entre entreprises à l'intérieur de l'Union européenne. C'est même, il faut le dire, soyons francs, une stupidité. Et puis sur les marchés internationaux, là aussi, on est resté sur l'idée naïve que la globalisation allait régler tous les problèmes. On se rend bien compte aujourd'hui qu'avec l'essor des pays émergents qui ont depuis émergé, ils sont plus émergents, ils ont émergé, maintenant ils nous concurrencent dans tous les secteurs. Donc cette grande naïveté de dire on va ouvrir toutes les frontières et puis ils vont nous acheter des machines et on va leur acheter leurs produits, c'est ça un peu là. Bon, ça marche plus comme ça, ils produisent tout. Donc il faut qu'on rééquilibre, et on n'a pas rééquilibré. Donc depuis 30 ans, les bureaucrates européens n'ont pas révisé leur schéma de pensée. Et malheureusement, les États membres, surtout la France, notamment, qui reste encore dans une espèce aussi de mirage ou d'amour absolu, notre gouvernement actuel, vis-à-vis de tout ce que fait Bruxelles, ne défendent pas vraiment les intérêts des Européens et les intérêts des Français. Alors justement, vous parlez de l'esprit européen. Il y a un projet qui est le Buy European Act. L'idée, c'est de réserver les commandes publiques aux entreprises européennes. Pourtant, c'est très bien sur le projet, ça a beaucoup de sens, seulement ça se heurte tout de suite aux règles de l'OMC
l'OMC, aux règles de traité de libre-échange. Or, l'Europe est une nation qui tient particulièrement à respecter la règle. Concrètement, Henri Maloz, comment on pourrait faire sans déclencher, comment on pourrait mettre en place le Buy European Act sans déclencher une guerre commerciale supplémentaire alors qu'on est déjà mis sous pression par Donald Trump? Vous savez, ce sujet des marchés publics, des commandes publiques essentiellement, parce qu'on ne peut pas obliger le consommateur à acheter des produits nationaux européens. Il a été mis sur la table à Bruxelles. Moi, j'étais parmi ceux qui l'ont fait, mais pas uniquement, il y a à peu près 40 ans. Et le seul argument qu'on nous renvoie, c'était les règles du traité européen et les règles de l'OMC. Bon, comme vous l'avez dit, pratiquement tous les autres pays du monde le font. Les États-Unis, les premiers. Et il n'y a aucune raison de ne pas faire évoluer notre droit. Vous savez, il faut faire attention parce que les Français sont extrêmement naïfs dans ce domaine-là. Dans d'autres pays, même l'Allemagne, les pays nordiques, même s'il n'y a pas de Buy Germany Act, ils le font. Ils le font plus ou moins. Et vous savez, la maladie des Français, c'est de penser que tout se réglemente et que la réglementation devient la loi. Alors en fait, les lois et les réglementations, elles sont faites par les dirigeants, par les parlements, par les hommes, elles sont faites pour évoluer. Pour changer et pour être appliquées avec intelligence. Oui, on a même l'impression qu'elles sont faites un peu pour être contournées actuellement. Elles sont faites pour être interprétées au vu des circonstances. Donc là, il est grand temps qu'enfin, et on voit que les Italiens, les Espagnols, même d'une certaine manière les Allemands, seraient tout à fait prêts à une évolution. Et il faut pousser la bureaucratie européenne. C'est la bureaucratie européenne qui est devenue aujourd'hui un frein. C'est vrai que je lutte depuis des années contre cette bureaucratie européenne. J'ai même écrit un autre livre qui s'appelle « Le crépuscule des bureaucrates » où je prédisais que l'Union européenne allait s'effondrer à cause de la bureaucratie. Je ne suis pas le seul à le penser. D'ailleurs, Jean Monnet, même à l'époque, avait quitté la haute autorité l'ancêtre de la Commission européenne parce qu'il ne supportait pas, déjà à l'époque, sa bureaucratisation. Donc cette bureaucratie qui reste sur des idéologies, la libre concurrence, le libre marché, etc., il faut la bousculer. La Commission européenne n'est pas celle qui doit donner le là. Ce qui donne le là, ce sont les États, c'est le Conseil européen, c'est le Parlement européen. Mais avec Mme von der Leyen, on a laissé, et la France a laissé, Mme von der Leyen devenir une sorte d'impératrice de l'Empire européen, mais elle n'a ni le pouvoir, ni la compétence, ni la légitimité. Donc il faut que les institutions européennes bougent, et on a les moyens de le faire. Et moi je pense qu'au niveau des règles de marché public, il est tout à fait possible de faire évoluer ces règles. Et l'OMC, c'est devenu un peu... Il n'y a plus que les Européens qui croient vraiment et qui appliquent les règles de l'OMC. Alors donc, on peut les faire évoluer puisque nous sommes les seuls à les utiliser et à les pratiquer, en fait. Exactement. Henri Maloz, dans votre livre, là, sur le plateau, vous critiquez donc la bureaucratie bruxelloise, mais il semblerait quand même qu'une grande partie des normes décriées viennent en réalité des États membres eux-mêmes, qui surtransposent les directives. Est-ce que l'ennemi, finalement, c'est pas Bruxelles, mais plutôt les administrations nationales qui utilisent l'Europe comme bouc émissaire? Non, je ne crois pas. Je pense que, bien sûr, un petit peu des deux, mais je vais vous donner des exemples concrets. Moi, j'aime bien parler d'exemples concrets. L'environnement, la protection de la nature, bien sûr, c'est une priorité. J'ai une bouteille d'eau en face de moi et bravo à TV Finance, c'est une bouteille de verre, c'est pas une bouteille en plastique. Mais nous sommes envahis par le plastique. Moi, j'habite en Corse. Entre la Corse et l'Italie, il y a des îlots de plastique. Tellement il y a une pollution énorme qui tue les algues, les planctons, les poissons. C'est affreux. Bon. Que fait la Commission européenne depuis 30 ans là-dessus? Au lieu de favoriser justement, comme vous le faites très bien, l'usage de bouteilles en verre, et bravo, c'est-à-dire limiter le plastique, sous la pression des lobbies, industrie chimique et du plastique, on ne fait rien pour freiner l'utilisation du plastique pour les bouteilles et pour d'autres sujets. Par contre, on a imaginé une réglementation. Il y a des fonctionnaires qui sont réunis 35 fois
des administrations nationales, des experts, pour imaginer, je ne sais pas si vous avez vu maintenant, dans le bouteille de plastique, il y a des bouchons qui ne se détachent plus automatiquement, ce qui complique la vie de tout le monde quand on prend une bouteille d'eau. Mais c'est-à-dire, au lieu de réduire l'utilisation, de réduire les emballages inutiles, ce qui serait vraiment un progrès pour l'environnement, sous la pression de lobbies, parce que cette bureaucratie est très perméable à ces lobbies, on établit des réglementations totalement inutiles. Donc oui, il y a trop de réglementations. Oui, il faut ce qui s'appelle un omnibus, une loi européenne pour réduire, simplifier, mais il faut le faire de manière drastique. Et il ne faut surtout pas faire confiance à l'administration communautaire qui reste dans une logique de réglementation. Il faut sortir de cette logique de réglementation. Il faut un encadrement et une orientation vers des objectifs. Ce qui compte, c'est l'objectif. Ce qui compte, c'est réduire la pollution. C'est pas de revoir la façon dont on fait les bouchons de bouteilles. Vous mettez en avant le rôle des lobbies en Europe sur un sujet très particulier, le sujet de la finance, de l'économie, de l'épargne. On parle souvent du décloisonnement des marchés financiers européens, qui est un projet qui est sur la table depuis des années. On pense notamment à l'Union des marchés des capitaux, dont on parle depuis 2015, mais qui n'est toujours pas là. Henri Malos, qu'est-ce qui bloque vraiment ? Est-ce que finalement, on n'est pas en droit de supposer que ce sont les États qui ne veulent pas perdre leur souveraineté sur leur épargne nationale, ou encore une fois, c'est le rôle des lobbies bancaires qui est extrêmement puissant? Là, je pense que le rôle des États est malheureusement encore pesant pour ne pas avancer vers cette union et vers cette, je dirais, défragmentation. Les marchés sont trop fragmentés. Mais vous savez, le problème essentiel aujourd'hui, par rapport aux entrepreneurs, par rapport aux start-up, par rapport aux entreprises qui veulent passer à l'étape supérieure pour leur croissance, c'est qu'on manque de financement pour le risque en Europe. Il y a pratiquement autant de start-up, même plus, dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Donc ce n'est pas un problème de manque d'innovation. Simplement, ceux qui innovent, ils trouvent difficilement de l'argent privé. Ils ont plein de systèmes de subventions publiques, mais on connaît la limite de subventions publiques, puis il y a de moins en moins d'argent public. Par contre, l'argent privé ne s'investit pas assez. Il y a, je dirais, des trésors d'or qui dorment dans les banques, l'épargne des Européens, mais elle s'investit très peu dans le risque. Les grands investisseurs, les investisseurs institutionnels, les banques, fonds de pension, fonds souverains des Européens, octroient une part minimale de tous ces actifs au risque et au développement du secteur privé, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et c'est ça qu'il faut casser. Et nous, on a pensé dans notre livre, l'Europe Stop ou encore, avec mon ami Rudy Arnaud, qui connaît bien les questions de finance, à imaginer un produit d'épargne européen qui orienté vers le risque, donc vers le scale-up, pour ceux qui nous regardent. Et qui permettrait aux Européens d'investir davantage dans le risque et de forcer les grands investisseurs à s'intéresser à la privés aussi, à s'intéresser au risque et ainsi décloisonner des marchés. Je pense que l'obstacle, c'est un obstacle psychologique d'États qui veulent garder en quelque sorte un œil sur les flux de capitaux dans leur propre pays. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les marchés internationaux, ça a peu de sens. Et là, nous regrettons beaucoup, Rudy Arnaud et moi, que les services de la Commission européenne, là où on attendrait qu'ils fassent des propositions, sont effectivement très frileux. Peut-être sont-ils effectivement aussi un peu trop influencés par des lobbies traditionnels de la banque traditionnelle. Ok, effectivement, on connaît. En tout cas, c'est vrai qu'on entend souvent parler du rôle des lobbies en Europe depuis très longtemps. On va changer de sujet, monsieur Malos. Vous étiez au Liban courant avril. Moi qui vous suis sur les réseaux sociaux, vous avez écrit quelque chose de très frappant et que peu de médias ont repris, puisque derrière les bombardements israéliens au sud Liban, il y aurait une guerre de l'eau en Himalaya. Cette semaine, et pas plus tard qu'hier, c'est le barrage de Qaraoun, le plus grand réservoir, alors je le prononce pas de mal, je suis désolé, mais c'est le plus grand réservoir d'eau douce du Liban qui a été frappé à plusieurs reprises par Tsahal, l'armée israélienne. Pour nos téléspectateurs, monsieur Malos, qui n'ont entendu parler que de Hezbollah
Hezbollah et de cessez-le-feu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement c'est quoi le Litani et pourquoi ce fleuve attise-t-il la convoitise d'Israël depuis des décennies, et qu'est-ce qui se passerait concrètement pour les Libanais si ce barrage était détruit ou confisqué? Alors le Litani, d'abord, c'est un fleuve biblique. Jésus est arrivé jusqu'au Litani. Donc c'est intéressant. Okay. Non, c'est intéressant. Oui. Je dirais pourquoi je fais ce retour historique très lointain. Le Liban, globalement, c'est un château d'eau. C'est le seul pays du Moyen-Orient dans lequel il n'y a pas de désert. Le barrage que vous avez cité est important pour le sud et le sud-est du Liban. Il y a d'autres barrages, il y a d'autres ressources en eau. Israël manque de ressources en eau. Ils ont développé des technologies très, très pointues pour ça. Mais la réalité, c'est que le sud du Liban est effectivement non seulement une terre de combat entre le Hezbollah et l'armée d'Israël, mais aussi les terres les plus riches, les plus fertiles du Liban, et sûrement les plus fertiles de tout le Moyen-Orient. Donc ça attire beaucoup de monde. Vous savez, les villageois qui sont au sud du Liban, je vais vous raconter en une minute une petite histoire. Il y a 3 villages chrétiens qui sont à la frontière d'Israël, au sud du Liban, et qui refusent d'évacuer. Pratiquement tous les 2-3 jours, l'armée israélienne téléphone aux maires de ces 3 villages en leur disant évacuez, sinon vous allez être bombardés. Et dans un de ces villages, le maire a déclaré aux officiers israéliens, écoutez, si nous ne bougeons pas et si vous nous bombardez, je vais réunir toute la population dans l'église du village, et puis allez-y, bombardez-nous. Alors, bien sûr, les Israéliens ne bombardent pas. Alors vous savez pourquoi ces gens-là résistent? Ils résistent d'abord parce que c'est une terre chrétienne depuis 2000 ans, et ils veulent rester, mais ils résistent aussi parce qu'ils savent que s'ils partent, comme dans les autres villages mixtes où, je dirais, chiites, les gens ont été forcés de partir, tout est rasé, les infrastructures sont rasées, les écoles, le stade, les installations électriques, piscines, tout ce qu'on veut. Tout ça pour faire table rase. Même sur les cartes, d'ailleurs, de l'état-major haut, on efface les noms des villages. Il ne se passera rien pendant 10-20 ans, et le risque après, c'est que ces terres soient de nouveau colonisées. Savez-vous que les gens dans cette zone-là, ils vivaient notamment des oliviers, de l'huile d'olive et des oliviers, parce que ce sont des terres très fertiles. Les Israéliens, dans les villages qu'ils ont rasés, ils n'ont pas coupé les oliviers, ils les ont arrachés, ils les ont enlevés pour les transporter en Israël. Donc ces chrétiens-là, sont à peu près 10 000, qui résistent un peu comme les Gaulois d'Astérix. Je crois qu'il faut les aider, il faut les encourager, mais ils résistent, ils sont pacifiques. Ils n'ont rien à voir avec le Hezbollah, ils ne veulent pas se battre, ils veulent la paix, et ils veulent pouvoir cultiver leur terre si fertile. Et cette terre si fertile, alimentée par les barrages, mais aussi parce qu'il y a une pluviométrie assez importante au Liban, eh bien, elles sont convoitées. Et c'est fondamental, et cette lutte de l'eau, elle est essentielle, en effet. Elle est essentielle, et effectivement, sous couverte d'une envie et d'un projet d'éradication du Hezbollah. En fait, en réalité, on est sur une guerre économique également. Merci beaucoup, Henri, Monsieur Mellers, de nous rappeler, de nous apprendre tout ceci. Donc, comme je le rappelais, vous étiez à Beyrouth mi-avril, et depuis, le cessez-le-feu ne cesse pas, les négociations n'aboutissent pas. Est-ce que les Libanais que vous avez rencontrés croient encore à ce cessez-le-feu, ou bien est-ce qu'ils ont compris, comme vous semblez le suggérer dans vos écrits, que pendant que les diplomates parlent, eh bien, le grignotage du territoire libanais continue, et que lorsque les négociateurs se lèveront de table, eh bien, une partie du Liban, c'est dur ce que vous dites, mais aura déjà disparu? Alors actuellement, le gros danger, c'est le sud. Au sud du Litani, même un petit peu au-delà, puisque l'armée israélienne, depuis hier, a commencé ses opérations au-delà du fleuve, encore plus au nord. Il y a plus de 3400 morts au Liban depuis civils, depuis le 28 février. Parmi eux, 150 secouristes, trentaine de journalistes, des dizaines d'enfants, des personnes âgées, des femmes, etc. Donc ce sont des crimes de guerre, à l'évidence.
On sait très bien, pour moi, la question du Liban comme la question du Proche-Orient n'est pas une question qui pourra se régler militairement. Elle pourra se régler que politiquement. Malheureusement, aujourd'hui, il y a assez peu d'Israéliens qui croient en ça. Il y en a, je lisais le journal Haaretz ou d'autres, mais ils sont pour le moment peu entendus, parce que toutes les solutions militaires n'aboutissent à rien. Si vous attaquez le Hezbollah, vous tuez les chefs, une génération après, vous aurez de nouveaux chefs. Vous avez un climat de vengeance. J'ai vécu ça moi-même quand j'étais au Liban, d'une certaine manière, tragique et cynique, mais cette guerre au Liban renforce le Hezbollah. D'abord parce que ceux qui le critiquaient ont du mal aujourd'hui au Liban à le critiquer, parce qu'on le critique, se dit, ah bon, vous êtes du côté des Israéliens qui nous bombardent. Donc ça met ceux qui luttent contre le Hezbollah au Liban dans une position très inconfortable. Et ça, c'est ce que, avec mes amis libanais et moi, et d'autres ici à Paris, nous avons du mal à faire expliquer aux Israéliens, qui sont aussi nos amis. On n'a pas d'opposition contre eux, mais on leur explique que votre stratégie de guerre permanente ne conduira jamais à la paix. La seule stratégie qui peut conduire à la paix était celle que Yitzhak Rabin avait à l'époque, en signant les accords d'Oslo, mis en œuvre. Vous savez qu'Yitzhak Rabin a été assassiné par un extrémiste israélien d'un parti très proche de celui des ministres Ben-Gvir et Smotrich, qui sont aujourd'hui au gouvernement, et qui d'ailleurs se vantent d'être lié à l'assassin d'Yitzhak Rabin. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'extrémisme au Proche-Orient, d'extrémisme du côté des Iraniens, bien sûr, mais d'extrémisme aussi du Hezbollah, mais d'extrémisme aussi du côté actuel du gouvernement israélien. Et ce n'est qu'une fois qu'on aura surmonté et qu'on aura mis de côté, si on peut, ces extrémistes, qu'on ira, et je vais juste terminer par cette remarque. Moi, je suis on le dit dans ce livre, l'Europe stop ou encore, un grand adepte de Jean Monnet et de Robert Schuman, sont les fondateurs de l'idée européenne. Je crois que ce qui manque au Proche-Orient, ce sont des Jean Monnet et des Robert Schuman. C'est d'ailleurs des gens qui, un peu comme Monnet et Schuman l'ont fait pendant et après la Deuxième Guerre mondiale chez nous, qui essaieraient de trouver entre tous ces intérêts, quel est l'intérêt commun ? L'intérêt commun des pays du Moyen-Orient, c'est qu'ils allient effectivement l'inventivité, le sens du commerce des Libanais et l'eau, château d'eau, les technologies et les innovations des Israéliens, d'autres qualités qu'on trouve dans les richesses des monarchies du Golfe, qui ont du cash, le tourisme, et qui construisent ensemble une sorte de marché commun, appelé comme ils le veulent, sans que l'un veut imposer sa volonté sur l'autre. Et ce serait bien que les Européens et aussi les Américains, au lieu de chacun soutenir son champion en donnant de l'argent pour acheter des armes, favorise un plan comme ça. Bon, c'est ce que j'ai en tête. C'est idéaliste, mais savez-vous, chez nous, en Europe, ça a marché. Eh ben, écoutez, on croise les doigts, on espère effectivement que cette approche un peu idéaliste, en tout cas, voit le jour. Pourquoi pas ? En réalité, il suffit d'un homme, d'une solution. Voilà. D'un homme. L'autre solution, c'est la guerre permanente. Et ça n'a pas c'est ça, exactement. Et pour l'instant, c'est pas la meilleure des solutions. Et comme vous avez vu, pour les intérêts économiques et les marchés, c'est pas la bonne solution. Pas la bonne solution. Merci beaucoup, Henri Malloz, d'avoir été avec nous ce matin. Henri Malloz, vous êtes ancien président du Comité économique et social européen. Vous avez coécrit avec Rudy Arnout, universitaire et spécialiste des questions financières, l'Europe stop ou encore aux éditions Mardaga. Et écoutez, merci pour votre engagement, merci pour vos idées, votre philosophie, votre esprit. À très bientôt, Monsieur Malloz. Bientôt. Au revoir. Merci. De notre côté, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre page YouTube TV Finance, page sur laquelle vous retrouverez l'ensemble des interviews, dont celle d'Henri Malloz et de celle des experts qui se suivent également, des autres experts qui se suivent sur notre plateau. Et écoutez, moi je vous retrouve demain à 8h55 et d'ici là je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance.